Léopoldville, septembre 1962, nous débarquions au Congo pour la 7e fois depuis l'indépendance. Léopoldville, future capitale fédérale, est un univers surpeuplé d'1 million d'habitants où le chômage, le marché parallèle, les scandales politiques et financiers sont le lot quotidien dénoncé chaque jour par une presse dont la liberté de ton et d'expression est étonnante dans un pays où l'arbitraire n'est pas l'exception. Voici ce que l'on pouvait lire il y a 10 jours à peine dans le journal Présence congolaise. Je cite: à part les hommes politiques, qui sont de véritables profiteurs du régime, 14 millions de citoyens congolais se trouvent toujours exactement dans la même situation qu'ils occupaient à l'époque du régime colonial belge. Ces lignes sont à peine pessimistes. Tout est rare à Léopoldville, mais on peut tout trouver à condition d'y mettre le prix des prix qui ont quadruplé. Le paquet de cigarettes coûte 20 ou 30 francs, le kilo de viande 300 francs, le poisson capitaine 1000 francs, mais le manœuvre congolais ne touche pas plus de 2500 francs. Sur le plan politique, un seul et unique problème qui traîne depuis 2 ans, le Katanga. Le Congo est à l'heure fédéral, mais le fédéralisme de M. Tshombe n'est sans doute pas celui de M. Adoula. Le Congo est en train de réécrire les provinciales. 17 provinces déjà se bousculent au portillon de la nouvelle constitution fédérale. Seront-elles viables, ces provinces, à raison de 10 ministres par province et plusieurs centaines de députés provinciaux? Il est permis de se le demander. Un homme seul, préside aux destinées de cette république, grande comme le tiers des États-Unis, un homme de 40 ans à peine, le Premier ministre Cyril Adoula. Bourreau de travail, le fait mérite d'être souligné dans un pays bantou. Cyril Adoula est à son bureau dès 8 heures du matin, sa journée ne s'achève que tard le soir. Cette journée, nous l'avons vécue avec lui. Cyril Adoula, ancien syndicaliste, est avant tout un homme d'action. Au pays de la palabre, M. Adoula n'est pas un beau parleur, c'est lui qui le répète volontiers. Sur sa table de travail, un dossier perpétuellement ouvert, le Katanga. M. Tshombe a répondu oui au plan des Nations Unies. Qu'en pense le Premier ministre congolais? M. Tshombe a dit oui, et c'est l'opinion qu'il a laissée, l'impression qu'il a laissée à l'opinion internationale, a dit oui depuis le 3 septembre. Du 3 septembre au 17 septembre, M. Tshombe aurait pu quand même prendre des dispositions pour désigner les membres du gouvernement katangais participant aux diverses commissions. À votre avis, M. Tshombe essaie de gagner du temps? C'est l'impression qu'il laisse, du moins. Quand on voit qu'ayant dit oui au plan, il essaye de dire qu'il a été surpris et que ça a été un peu trop vite. Ça montre vraiment que M. Tshombe est en train de chercher l'occasion de gagner du temps. Et pourquoi, à votre avis? J'aurais voulu être à la place de M. Tshombe pour répondre à cette question-là, mais personnellement, je ne saurais pas vous dire pourquoi il voudrait gagner du temps. Pourquoi, on le sait, c'est parce qu'il ne veut pas réintégrer et qu'il voudrait toujours arriver à créer du Katanga un État indépendant. En somme, vous vous méfiez toujours de M. Tshombe? Méfiance, il y en a toujours, et moi, je reste toujours sceptique dans tout ce que je fais avec M. Tshombe, car je connais le joueur et le jeu. Si M. Tshombe gagne ainsi du temps, et si finalement vous ne parvenez pas à un accord avec le président katangais, quelle est alors la solution? Solution militaire? Ne parlons pas encore de solution, constatons les faits. Si le plan Outan ne réussissait pas, j'ai l'impression qu'on aura employé tous les moyens pacifiques pour résoudre le problème katangais. Et que le problème katangais étant pour le gouvernement central et pour le peuple du Congo un problème important et primordial, je crois qu'à ce moment-là, les sacrifices à consentir seront nécessaires. Et ces sacrifices, l'ONU est-elle prête à les engager? Ces sacrifices sont d'abord exigés
du gouvernement central et des populations du Congo. Mais vous serez Et appuyé. nous accepterons toute aide et toute assistance qui pourrait venir soit des Nations Unies, soit des pays amis qui voudraient bien nous soutenir à ce moment-là. Cette conversation, nous avons dû l'interrompre parce que disait M. Adoula, le patron m'appelle. Le patron, c'est le président de la République, M. Joseph Kasavubu, qui demandait à son Premier ministre les derniers développements de l'affaire katangaise. Pendant 3 heures, les deux hommes resteront en tête-à-tête, seuls avec un sténographe qui enregistrera l'entretien. Les oreilles de M. Tshombe ont dû teinter ce jour-là. Chaque après-midi, pendant 1 heure ou 2, le Premier ministre Adoula oublie les soucis du pouvoir. Hormis le football, sa grande distraction est la photographie. Et au bord du fleuve Congo, majestueux et paisible, Cyril Adoula peut rêver d'une république où tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Vos adversaires les plus irréductibles, vos ennemis, disent que vous êtes l'homme des Américains. Eh bien, si ce sont mes adversaires qui le disent, je sais aussi que certains autres de mes adversaires disent que je suis un homme des Russes ou un homme du socialisme. Je me demande où est ma position dans ce cas-là. Je ne peux pas vous laisser deviner, mais je vous dis tout simplement que je ne suis l'homme de personne et je ne peux pas être l'homme de quelqu'un. Mais il nous fallait aller au cœur du problème, le Katanga. Cette fois, le Nord Katanga, chez les adversaires de M. Tshombe. Albertville, capitale de cette nouvelle province du Nord Katanga, est depuis 1 an aux mains des casques bleus et de l'ANC. La bataille pour Albertville a été dure, âpre et sans merci. Pris entre 2 feux comme chaque fois, 200 Européens ont survécu à la tourmente. Place Albert Ier, au cœur de la ville. Les Katangais de M. Tshombe s'étaient réfugiés ici. Des espions katangais, vrais ou faux, même les casques bleus se font parfois arrêter. Nul n'échappe à la méfiance de la sûreté nord-katangaise. Des prisonniers de guerre, dont un tout jeune katangais de 16 ans, il n'a rien fait, dit-il, mais il a peur. Peur notamment du colonel Masiala qui commande les opérations militaires dans le Nord Katanga. Le Nord Katanga est soumis à l'autorité d'un commissaire général extraordinaire, M. Jason Sendwe, vice-premier ministre et leader des Baluba. Le port sur le lac Tanganyika, c'est par ici que passe vers Dar es Salaam le minerai d'étain et surtout les dérivés de l'étain, tantalite et germanium, indispensables aux recherches spatiales. Il est vrai, si nos renseignements sont exacts, qu'une grosse partie de ces métaux précieux serait évacuée en fraude chez M. Tshombe. À part le poisson du lac, la nourriture est rare à Albertville. Les réfugiés Baluba, ceux-là même qui étaient dans un camp à Elisabethville, vivent ici à 30 km d'Albertville. Ils sont encore au nombre de 10 000. Les Baluba cultivaient le coton, mais on ne peut être à la fois guerrier et paysan. La production de coton est tombée presque à 0.
Filtisaf, une des plus grandes filatures du Congo, vit sur son stock de 1960 et sur le coton qu'elle achète paradoxalement au Rwanda-Burundi. Nous allons en compagnie du vice-président Sendwe faire une tournée de 1000 km à l'intérieur de cette province Baluba. Les guerriers Baluba, redoutables avec leurs flèches empoisonnées et leurs machettes affûtées comme des rasoirs, vous les verrez pour la première fois. Aucun journaliste n'a jamais pu pénétrer dans ce territoire où la guerre entre Baluba et gendarmes katangais est impitoyable. Ici aussi, pour la première fois, vous aurez l'occasion d'entendre des chants où le nom de Patrice Lumumba revient en leitmotiv. Les guerriers demanderont aussi de quelle ethnie nous faisons partie. Et en notre présence, ils chanteront également « Nous avons formé le cartel pour chasser tous les Belges ». Même la jeunesse Baluba est contaminée par la guerre. Nyunzu, qui fut pendant des mois un objectif militaire tant pour les Katangais que pour l'armée nationale congolaise, est une étape officielle pour le vice-président Sendwe. Monsieur le vice-président, lors de la tournée que nous avons faite avec vous, nous avons vu beaucoup de villageois en armes, beaucoup de soldats. Est-ce que cela veut dire que c'est la guerre au Katanga? Non, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'état de guerre ici. C'est tout simplement que l'armée nationale est venue ici, dans le Katanga, pour protéger la population qui est de temps en temps massacrée par la gendarmerie au-dessus du Katanga. Est-ce que vous pourrez dans l'avenir vous entendre avec Tshombe? D'accord, je ne suis pas opposé pour m'attendre avec lui, mais je demande, j'exige pour que la sécession katangaise termine. Eh bien, à ce moment, quand lui viendra dans l'unité du pays, à ce moment-là, nous devons nous attendre. Qu'est-ce que vous pensez de Tshombe comme leader politique? Il est un leader politique, mais qui ne fait pas sa politique.
Il fait une politique qui est téléguidée, qui lui est donnée par les gens, ses patrons, ses maîtres et tout ça, etc. Voilà ce que je pense de lui. Le train, qui ne fonctionne que depuis 6 mois, nous conduit à Caballo sur le fleuve Lualaba. Ici s'est déroulée, il y a un an, une des batailles les plus sanglantes entre la gendarmerie katangaise, l'armée nationale et les casques bleus. On s'est battu pendant 6 heures pour ce pont. Vestige de combat naval, un bateau katangais complètement brûlé après un bombardement au mortier et au canon. Il n'y a pas eu de survivants. À Caballo, il n'y a plus un seul Européen, rien que des militaires de l'armée nationale. Il n'y a plus de casque bleu non plus, depuis le massacre de 12 Irlandais, non loin de là. De Caballo à Kitenge, 160 km, dans une région pauvre et désolée, où pour la population qui vit dans la terreur des combats depuis 2 ans, l'homme blanc ne peut être qu'un mercenaire katangais. À 200 mètres de Kitenge, les Katangais avaient fait sauter la voie. Les Katangais occupaient le village, repris depuis 1 mois par l'ANC. Des graffitis, traces du passage tour à tour des Katangais et des Congolais. Du matériel récupéré aux Katangais, des jeeps, des camions. Kitenge, sur la route de Kamina, c'est un peu le Waterloo de la gendarmerie katangaise et d'un groupe important de mercenaires tombés dans une embuscade. Kitenge, une ville morte, un champ de bataille. Vous avez certainement appris qu'il y a eu 3 attaques successives des gendarmes katangais. Le 14, le 21 et le 22 août dernier. Nos troupes du 17e bataillon mixte ont eu à faire face à cette gendarmerie à laquelle, si je peux vous le dire, bien que ce soit là un secret militaire, ils ont infligé une de ces pertes dont mon ami Tchombe n'oubliera pas de sitôt. Les Katangais étaient-ils nombreux? Leur nombre était évalué à environ 3 bataillons et nous n'avions à cette époque-là qu'un seul bataillon qui a su infliger à la gendarmerie une perte sensible en hommes et en matériel. Y avait-il des mercenaires du côté katangais? Nous en avons liquidé plus d'une bonne douzaine, dont des Belges. Tous ces mercenaires sont morts. À Kamina, il y a de nouveaux casques bleus, 1000 casques bleus qui faisaient partie avant de l'armée nationale. Pourquoi? En décembre dernier, il y a eu des pourparlers ici à Léopoldville entre le Premier ministre Adoula, qui était alors ministre de la Défense nationale, et le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Monsieur l'Américain noir, j'ignore encore son nom. Et il était question à ce moment-là de mettre un contingent des troupes de l'armée nationale congolaise à la disposition des Nations Unies. C'est ce qui vient d'être fait. Mais vous aviez refusé auparavant. Pourquoi ce revirement? Pour des raisons d'ordre purement politique. Et pour le moment, les choses ont évolué et les choses sont, comme l'a dit quelqu'un, ce qu'elles sont. Et voilà mes hommes à la disposition des troupes des Nations Unies. Mais est-ce que ces hommes ne sont pas une menace pour le Sud-Katanga, pour Tchambé? Comme théoriquement ces gens ne sont plus sous mon commandement, je ne suis pas vraiment en mesure de vous donner une réponse à la question.
Est-ce que vous pensez que M. Tshombe va accepter que vous soyez le commandant en chef de toutes les armées congolaises? Monsieur Tshombe, vous le savez, mon cher Raoul, est ce qu'il est. Et il faut le prendre tel quel. Il vous dira blanc aujourd'hui, le lendemain il dira noir. Vous n'avez pas une confiance excessive entre Tshombe? J'avais eu confiance en cet homme il y a quelque temps, mais pour le moment, il m'a tellement déçu et je n'ai plus tellement confiance en lui. Alors comment voyez-vous la solution du problème katangais? Il n'y a que des politiciens qui peuvent encore croire à ce que M. Tshombe peut leur dire, mais moi pas en tout cas. Il y a longtemps que je voulais vous poser une question d'ordre personnel. Vous êtes très populaire en Belgique, vous êtes très connu, mais il y a longtemps qu'on n'a plus entendu parler du général Mobutu. Pourquoi ce long silence? C'est simple, je suis simplement rentré dans les rangs, je joue mon petit rôle de militaire. Le général Mobutu et son armée sont à l'entière disposition du gouvernement central. C'est comme n'importe quelle armée du monde. Et je n'ai plus de rôle politique à jouer au Congo, c'est tout. Mais c'est par méfiance ou par dégoût de la politique? Surtout par dégoût de la politique. Mais la boucle n'était pas bouclée. Du fin fond de la brousse du Nord Katanga, nous apprenions l'évasion rocambolesque du Molopwe Albert Kalonji, empereur du Sud Kasaï. Le Molopwe est un personnage et un cas. Écoutons ce qu'en pense le Premier ministre Adoula lors d'un entretien qu'il nous a accordé il y a 5 jours. Monsieur Kalonji reste un détenu qui a pris la clé des champs. C'est une première chose, mais la deuxième chose pour nous, et qui est très importante, et cette deuxième chose consiste surtout à récupérer le Sud Katanga. Le Sud Kasaï, je m'excuse. On confond toujours comme ils sont tous dans le sud, Oui. le Katanga et le... Précisément, on peut craindre Kasaï. peut-être que cette évasion ne signifie une nouvelle sécession, celle du Sud Kasaï précisément. J'espère que M. Kalonji sera quand même un peu plus intelligent pour ne pas s'aventurer dans cette voie. Sinon, que feriez-vous? Nous sommes bien obligés de récupérer le Sud Kasaï. Action militaire? Eh bien, action militaire, nous donnons d'abord à M. Kalonji l'occasion de faire son examen de conscience et de voir quel est le chemin qui est le mieux à suivre pour lui. Et je pense que ce chemin, c'est qu'il réintègre le Congo et qu'il fasse sa fidélité au gouvernement central. Je crois que c'est le seul moyen. Le seul moyen, parce que il serait malheureux s'il nous obligeait à recourir à la force. M. Kalonji s'est évadé. Est-ce qu'il n'est pas à craindre que les partisans d'un autre prisonnier illustre, de M. Gizenga, ne réclament sa libération? Il est normal que les partisans de M. Gizenga réclament la libération de celui-ci. Et d'ailleurs, de tout temps, ils n'ont fait que réclamer la libération de M. Gizenga. Avec l'évasion de M. Kalonji, ils ont peut-être une occasion meilleure pour insister. Est-ce que cela ne représente pas un danger aussi pour le gouvernement, votre gouvernement, que l'on dit menacé? Le gouvernement est menacé, c'est ce qu'on dit, mais le danger que vous invoquez, pour nous, ce n'est pas tellement un danger. Ce n'est pas tellement un danger parce que, comme je vous ai dit l'autre fois, si le gouvernement doit disparaître pour qu'il y ait un autre, et que cet autre continue la même ligne de conduite, et que cet autre soit plus en mesure de diriger le pays, c'est avec plaisir que nous lui céderions le siège. Il n'y a pas de menace en politique, il n'y a pas d'échec en politique. C'est un jeu auquel il faut s'habituer.